Donc, dans l'exercice 1, on vous donne une grammaire. Première question, est-ce que cette grammaire est ambiguë et pourquoi? D'accord. Donc, avant de répondre aux questions, il faut comprendre, donc il faut voir la grammaire. Elle génère quoi cette grammaire? Qu'est-ce qu'elle génère? Donc, vous avez la grammaire, un inst for, for id, un seul MDP, c'est-à-dire membre droit de production. Donc il y a un seul, il n'y a pas le choix. For id égale expression, to expression, d'où instruction. Donc pour l'expression, donc c'est soit id plus expression ou bien id étoile expression. Donc c'est-à-dire il n'y a pas la division ici ou bien la soustraction. D'accord, il y a seulement id plus expression, id étoile expression, id. Et instruction, elle me génère, c'est-à-dire ça, dans le do, soit id égale à expression, ou bien inst for, c'est-à-dire je reviens à l'axiome. Donc ça, c'est l'axiome de la grammaire. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle génère ici, cette grammaire? Elle génère quoi? D'accord? Elle génère une boucle for, ou bien plus précisément, des boucles for imbriquées. Plus précisément. Donc je peux générer une boucle, une seule, lorsque l'instruction, je dérive l'instruction en id égale expression, ou bien je vais mettre instruction, je dérive en une deuxième instruction for. C'est-à-dire ici, je vais mettre for id égale expression, ainsi de suite. D'accord? Je peux avoir plusieurs instructions for imbriquées, ou bien une seule, bien sûr. Donc, est-ce que cette grammaire est ambiguë ou non? Pourquoi? Donc, quand est-ce qu'une grammaire est ambiguë? Quand est-ce qu'on dit qu'une grammaire est ambiguë? Est-ce que celle-là est ambiguë? Non. Sabri Bellemi me dit qu'elle n'est pas ambiguë, mais pourquoi? Pourquoi elle n'est pas ambiguë? Bon. Dire pourquoi, est-ce que c'est... Lorsqu'elle est ambiguë... Pardon? On a un seul arbre. Est-ce que vous pouvez préciser plus? On ne peut pas trouver deux arbres pour une instruction. Me dit Hanani, on ne peut pas trouver deux arbres syntaxiques. Vous avez essayé. Donc Khattab me dit il y a un unique arbre syntaxique. Donc, bon. Donc, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que la grammaire n'est pas ambiguë. Mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi. Si elle est ambiguë, c'est facile d'expliquer si elle est ambiguë. Parce qu'il suffit de retrouver une chaîne pour laquelle il y a pour laquelle il y a deux arbres syntaxiques différents. Je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple suivant. Si on a la grammaire S, on a par exemple S qui me donne S plus S, ou bien S moins S, et un identificateur. Donc dans ce cas-là, est-ce que cette grammaire est ambiguë? Oui, madame.
Pourquoi? C'est quoi la différence entre cette grammaire? المادة الأخرى فيها الإيدي لازم يكون أكوش، دونك ما نقدروش نديرو باغ اكزومبل إيدي يكون لا دروات ونديرو هنا يطلع لا دروات. Le ID, c'est ça le problème. وي مثلا الإيدي اللي في هذه لازم يكون توجور يكون هذاك إيدي بلوس إكسبريسيون، إيدي بلوس إكسبريسيون. D'accord. وي. Qu'est-ce que je... وي تسمى ما نقدروش باغ اكزومبل هذاك إيدي نطلعو له إكسبريسيون بعد نديرو بلوس إيدي لا دروات. ما يجيش هكا. D'accord. بريسيزيونابل إيدي لازم يجي لا كوش. Très bien. Donc j'ai déjà fait cet exercice, mais les étudiants m'ont répondu. C'est la première fois que tous les étudiants sont d'accord que ce n'est pas ambigu. Mais d'habitude, les étudiants me répondent que la grammaire est ambiguë. Parce qu'ici, donc, si elle est ambiguë, le problème se situe dans la deuxième règle. La première règle, ça ne me pose pas de problème. D'accord? Donc je reviens à cet exemple. Donc si je prends, pour que ça soit plus clair, donc si j'ai par exemple A plus B plus C. Donc pour générer cet arbre-là, je peux générer, je n'ai pas le choix, je dois faire ça, S, je génère S en S plus S, donc ici je n'ai pas le choix, d'accord, mais là, donc ça c'est l'arbre, le premier arbre. Mais la deuxième fois, soit je génère ce S là, ou bien je génère le deuxième S. J'ai le choix entre générer le premier S, bien dériver pardon le premier S ou bien le deuxième. C'est-à-dire j'aurai deux arbres. Un arbre là où je génère le A plus B plus C en dérivant le premier S et un autre arbre en dérivant le deuxième S. Donc ici, la grammaire est ambiguë. Tandis que ici, donc je reviens à la première règle. Donc ici, je n'ai pas de choix. Donc si j'ai une instruction for, même si j'ai une instruction boucle, une instruction imbriquée, c'est-à-dire j'ai deux for, je dois passer par ce MDP. Je n'ai pas le choix. Après, je dérive l'instruction. Donc, j'ai ça. Pour dériver l'expression, donc j'ai dit que s'il y a un problème d'ambiguïté, il se situera ici. Je reviens sur la règle 2. Je vais voir l'instruction, c'est-à-dire ça. Elle doit me générer quoi? Soit une instruction for, c'est-à-dire une autre instruction for, imbriquée, ou bien directement ID. Donc ici, c'est vrai, j'ai le choix. Mais si j'ai une chaîne bien précise, c'est soit une boucle imbriquée, deux boucles imbriquées, ou bien directement c'est une boucle avec ID égale à expression. C'est-à-dire je n'ai pas le choix. D'accord? Pour une chaîne bien précise, je n'ai pas le choix. Donc si je prends la chaîne suivante par exemple, ID plus ID étoile ID. D'accord? Si j'ai cette chaîne, est-ce que j'ai le choix entre prendre ID plus expression, ensuite ID soit le choix, si j'ai le choix entre ID plus expression ou bien ID étoile expression, est-ce que j'ai le choix ici? Parce que dans la grammaire, dans cette grammaire, j'ai le choix entre prendre, si je prends ici moins, pour générer ça, c'est-à-dire j'ai deux opérations différentes. Ici, j'ai le choix. Madame, oui. L'étudiant entend que vous acceptiez. Ah, d'accord. J'ai pas entendu le bip, donc il y a d'autres. D'accord. Donc il y a Haddouche qui me dit quel que soit le mot généré par un seul arbre syntaxique de dérivation. Quel que soit le mot généré, oui. Sabri Belimi me dit ambigu. D'ailleurs, dans la première fois, il m'a dit que c'est pas ambigu, je sais pas. D'accord. Non, madame, là. Oui, c'est Belimi. Oui, Sabri, oui. J'entends mal. Hein. J'entends pas bien. Ça coupe. Elle est ambiguë. Ah, d'accord, très bien. C'est sur cette grammaire-là. Très bien. Donc celle-là, elle est ambiguë, mais l'autre non. Donc si je prends cette chaîne-là,
j'ai le choix entre dériver soit en S plus S, ensuite je dérive le deuxième S pour avoir le moins, ou bien je prends ça, ce MDP là, S moins S, et je dérive le premier S pour avoir le plus. C'est-à-dire, pourquoi le problème? Pourquoi il y a ce problème-là? Parce qu'il n'y a pas une priorité entre les opérations, entre plus et moins. D'accord? Donc ici, pour dériver cette chaîne, je n'ai pas le choix. Donc, j'ai la première opération plus, je dois prendre ID plus expression. Si je prends ID étoile expression, si je prends ça, j'aurai une autre chaîne. J'aurai ID étoile, ID, c'est une autre chaîne, quelque chose après. D'accord? Donc, pour dériver n'importe quelle chaîne, là où il y a des opérations, dans cette grammaire, il n'y a que le plus et l'étoile. Pour dériver n'importe quelle opération de ce type-là, donc par exemple, il y a des plus, ID, plus un autre ID, étoile, ainsi de suite, c'est tout ce que génère cette grammaire. Donc, pour générer n'importe quelle grammaire, donc je commence tout à gauche. C'est-à-dire ici, il y a une associativité à droite. Je commence par la gauche. Donc, c'est-à-dire ID plus ID étoile. Donc, ici, pourquoi elle n'est pas ambiguë? Parce qu'il y a une associativité. D'accord? C'est pour ça qu'elle n'est pas ambiguë. Il n'y a pas de priorité entre plus et étoile. Il n'y a pas de priorité, mais elle n'est pas ambiguë. Tandis qu'elle n'est pas ambiguë parce qu'il y a une associativité entre les opérations. Donc, ID plus ID, je commence par plus. Je dérive d'abord, je commence par prendre ce MDP, ensuite j'ai un étoile, je prends ce MDP là, j'ai un plus, je prends l'autre MDP, ainsi de suite. D'accord? Donc la grammaire n'est pas ambiguë car on ne peut pas trouver deux arbres syntaxiques pour une même chaîne. Donc si je prends cet exemple là, dans expression, donc on doit d'abord dériver par ID plus expression, ensuite ID étoile, ainsi de suite. C'est-à-dire on n'a pas le choix ici de prendre soit le premier MDP ou bien le deuxième. Puisqu'on n'a pas le choix, donc la grammaire n'est pas ambiguë. C'est-à-dire je ne peux pas avoir deux arbres syntaxiques. Donc deuxième question. Est-ce qu'elle est LL1? Donc pour le LL1, donc, puisque je n'ai pas fait de rappel sur le LL1, je vais le faire rapidement ici. Je ne l'ai pas fait en cours ce matin. Donc, une grammaire est LL1 si il y a trois conditions, si on trouve les trois conditions qui sont assurées. Donc, d'abord, elle n'est pas récursive à gauche. Elle est factorisée. Et la table d'analyse LL1, elle est monodéfinie, c'est-à-dire que je dois retrouver au plus une règle par case. Soit la table d'analyse qui est monodéfinie, ou bien je vérifie trois autres conditions. Les trois autres conditions, donc c'est quoi? Donc c'est soit la table ou bien les trois conditions. Donc si A qui me donne alpha I, alpha J, alors les débuts, donc si j'ai deux MDP, donc, ou bien plus, je vais vérifier 2 à 2. Donc, les débuts de alpha I interdébut de alpha J, c'est l'ensemble vide. Et aussi, si j'ai alpha I, alpha J et l'un des MDP me donne epsilon, je vérifie que l'autre ne donne pas epsilon. D'accord? Ça, c'est la deuxième règle. Si l'un donne epsilon, il faut que l'autre ne donne pas epsilon. 2 à 2 aussi. Dernière règle, toujours si alpha I donne epsilon, c'est-à-dire l'un des MDP me donne epsilon, alors les débuts de alpha J, c'est-à-dire les autres MDP, les débuts des autres MDP inter les suivants de A, me donnent l'ensemble vide. D'accord? Donc c'est LN1. Je reviens à notre grammaire. Est-ce qu'elle est LN1 ici? Donc, vérifier règle par règle. D'abord, la première règle. Est-ce qu'elle est récursive à gauche?
est-ce qu'elle est récursive à gauche? Non. Haddouche me dit la grammaire est non récursive à gauche. C'est-à-dire la règle est... C'est-à-dire la première règle est vérifiée. Donc, récursivité à gauche, quand est-ce qu'une grammaire est récursive à gauche? Si j'ai un nom terminal qui me donne le nom terminal le plus à gauche. Par exemple, A qui me donne A alpha, bêta. D'accord? Ici, c'est une récursivité gauche directe. Donc, A qui me donne A. Récursivité gauche indirecte, je peux avoir A qui donne B, mais il est à gauche. Hein? A qui me donne B, mais aussi B qui donne A. Sinon, ce n'est pas une récursivité à gauche. Donc, dans notre exercice, si je reviens à l'exercice, donc ici, ce n'est pas un nom terminal pour la première règle, c'est un terminal, d'accord? Pour la deuxième règle, c'est aussi ça commence par un terminal, ID, terminal et un terminal. Ça commence même pas par un terminal. Donc, on a instruction, ça me donne un nom terminal ici. Mais l'instruction for ne revient pas à instruction, ne me donne pas instruction. Donc, ce n'est pas une récursivité gauche directe. Et la dernière règle, donc ici, j'ai un terminal. Donc, je peux dire que notre grammaire n'est pas récursive à gauche et que la première condition est assurée. Pour la deuxième règle, est-ce qu'elle est factorisée? Non. Elle n'est pas factorisée ici, donc je peux dire qu'elle n'est pas LL1. Donc la question, elle n'est pas LL1, d'accord, elle n'est pas factorisée. Tout le monde me dit qu'elle n'est pas factorisée. Donc ici, elle n'est pas factorisée à cause de ce ID là. Ça commence par ID, ID et ID. Donc, à cause de cette règle-là, la grammaire n'est pas factorisée, donc elle n'est pas LL1. Ensuite, on vous demande de la rendre LL1. Si elle n'est pas LL1, rendre cette grammaire LL1. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord factoriser, puisque la première règle est assurée. Je dois factoriser pour voir, et après, je vais voir est-ce qu'elle est LL1. Donc, pour factoriser, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme si vous allez prendre ID comme facteur entre les trois MVP, ID grand A. Et grand A, on va prendre ce qui reste. Donc, c'est plus expression, étoile, expression, et ici, c'est epsilon. Donc, j'aurai, au lieu de expression ID, la règle qui n'est pas factorisée, j'aurai ces deux règles-là, dans la nouvelle grammaire. Donc, j'aurai cette grammaire-là, j'ai prime. Donc, instruction for, c'est la même. Donc, j'ai ces deux règles. J'ai les deux règles expression et grand A. Et instruction, ça sera la même chose. Donc, maintenant, je reviens à l'énoncé de l'exercice. Est-ce qu'elle est ambiguë? On a répondu. Donc, deuxième question, est-ce qu'elle est LL1? On a répondu qu'elle n'est pas LL1 parce qu'elle n'est pas factorisée. Justifier sans construire la table. Donc, sans construire la table, on a dit qu'elle n'est pas LL1 à cause de la factorisation. Sinon, transformer G en une grammaire LL1 équivalente. Donc, on a transformé en une grammaire qui est factorisée, qui n'est pas récursive à gauche, mais on n'est pas sûr qu'elle est LL1. Après, on vous demande d'écrire l'analyseur LL1, c'est-à-dire la table. L'analyseur LL1, c'est la table LL1. C'est avec laquelle je peux analyser une chaîne. D'ailleurs, à la fin, on vous donne une chaîne à analyser. Donc, ici... Donc ici, c'est la nouvelle grammaire. Donc, est-ce qu'elle est LL1? Donc, on va voir d'abord les règles. Ensuite, on va confirmer par la table parce qu'on aura besoin. Donc,
dans l'exercice, vous avez le choix entre utiliser soit la table ou bien les conditions. On va les faire les deux ici. Mais en réalité, puisqu'on vous demande d'analyser la chaîne, normalement, vous pensez directement à faire la table. D'accord? Donc ici, pour voir est-ce que chaque règle est LL1, on va vérifier les trois règles, c'est-à-dire les débuts, les débuts me donnent l'ensemble vide. Si un MDP me donne epsilon, il faut que les autres ne donnent pas epsilon. Je commence par la première règle, c'est-à-dire l'intersection des débuts. Donc je prends la première règle. Si je prends la première règle, est-ce qu'elle est LL1? Est-ce qu'on peut faire l'intersection des débuts? Donc ici, vous remarquez qu'il y a un seul MDP. Lorsque j'ai un seul MDP, c'est-à-dire je ne peux pas faire l'intersection de ce MDP, les débuts de ce MDP avec l'autre, directement je vais dire que la règle est LL1. D'accord? Donc ça c'est une chose. Autre chose, je dois, avant de vérifier l'intersection des débuts, faire la table des débuts suivants de chaque règle. D'accord? On aura besoin. Donc table des débuts suivants. Donc ça c'est la grammaire tout entière. Donc bien sûr on rajoute la règle Z qui me donne l'axiome suivi par dièse. Donc surtout on aura besoin de ça pour le suivant. Donc si je commence par les débuts, le début de instruction for, ça sera voilà. Je vais mettre ici for. Donc c'est juste, il y a seulement ça, le début de l'instruction for. Pour expression, c'est ID. Pour le A, la nouvelle règle qu'on a rajoutée. Le plus, le moins ou epsilon. D'accord. Epsilon. Pour instruction. Pour instruction, on a les débuts de instruction for, c'est-à-dire for, et ID. Donc, je vais les écrire. Donc, normalement, c'est tout ce qu'on a comme début. Pour les suivants. Pour les suivants, on regarde la première règle d'abord. Pour la première règle, on va regarder est-ce qu'un terminal, est-ce qu'on a ce cas-là? Un non-terminal suivi par un terminal. Ce cas-là, je peux dire que le petit b, c'est un suivant de A. Lorsque j'ai un terminal et un non-terminal. Est-ce qu'on a ce cas-là? Oui, je l'ai. Voilà, j'ai tout qui est après l'expression et j'ai do aussi qui est après expression. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout et do, c'est des suivants de expression. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, je peux avoir deux non-terminaux qui se suivent. Je peux dire que les débuts de B moins epsilon, les débuts de grand B moins epsilon, c'est-à-dire du deuxième non-terminal, sont les suivants de A, sont inclus dans les suivants de A. Est-ce que j'ai ça ici? Je n'ai pas ça, je n'ai pas de non-terminaux qui se suivent. Et le dernier cas de figure, c'est lorsque j'ai un non-terminal qui me donne un autre non-terminal à la fin. C'est-à-dire ici, instruction for me donne instruction. Donc, je peux dire dans ce cas-là que les suivants de instruction for sont inclus dans les suivants de instruction. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par le dièse ici. D'habitude, je commence en le dièse. C'est toujours le suivant de l'axiome. L'axiome ici, c'est instruction for. D'accord. Et lorsque je trouve que instruction for me donne un non-terminal à la fin, je peux dire que les suivants de instruction for sont inclus dans les suivants de instruction. C'est-à-dire, je vais mettre le dièse ici.
Donc ça c'est pour la première règle. On a vu les 3 cas de figure. Les 3 cas de figure, c'est grand A qui me donne B, grand A qui est suivi par grand B et A qui me donne grand B à la fin. Peu importe ce qu'il y a ici, ça peut être... Madame, oui. Madame A dans B, c'est la même chose là, parce que l'expression qui me donne A qui donne B, ici. J'ai pas compris. Oui, oui, celle-là. Donc ici, les suivants de B, de A, sont les suivants de B. Oui, les suivants de A sont inclus dans les suivants de B. Les suivants de A, un suivant de A est aussi un suivant de B. Oui, j'ai pas encore traité ça. J'ai traité que la première règle. Je vais venir à la deuxième règle. D'accord. Pour la deuxième règle, je vais voir cas par cas. Le premier cas d'abord. Est-ce que j'ai un terminal et un non-terminal ici? Non, j'ai l'inverse. J'ai terminal, non-terminal. Je ne peux pas dire que ID c'est un suivant de A. D'accord? Donc, je n'ai pas ce cas-là. Je vais les mettre en rouge. Est-ce que j'ai le deuxième cas, c'est-à-dire deux non-terminaux qui se suivent? Non, je n'ai pas. Est-ce que j'ai ce dernier cas, c'est-à-dire un non-terminal? Et ça, c'est un non-terminal aussi. Je vais mettre entre crochets. D'accord? Est-ce que j'ai ça? J'ai un non-terminal qui me donne un non-terminal à la fin. Donc, je peux dire que... pardon, ici, ID. Je vais enlever ça. Expression qui me donne ID1. Pourquoi il y a la flèche ici? Donc, expression qui me donne A à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire les suivants de expression sont inclus dans les suivants de A. C'est-à-dire ça, je vais les mettre ici aussi. Pour la troisième règle, qu'est-ce que j'ai dans la troisième règle? Les suivants de A sont inclus dans les suivants de expression parce que ça c'est un non-terminal et ça c'est un non-terminal à la fin. C'est-à-dire les suivants de A sont aussi inclus dans les suivants de expression. Ça veut dire quoi? Les suivants de expression sont inclus dans A et les suivants de A sont inclus dans les suivants de expression. Ça veut dire les deux ensembles sont égaux. D'accord? Donc, instruction me donne instruction for. C'est-à-dire, les suivants de instruction sont inclus dans les suivants de instruction for. DS, DS. Ça, ici aussi, les deux ensembles sont égaux, instruction for et instruction. Parce que les suivants de instruction for sont inclus dans instruction et instruction sont inclus dans instruction for. Et les suivants de instruction sont aussi inclus dans les suivants de expression parce qu'elle est à la fin. Donc, instruction sont inclus dans instruction. Les suivants de instruction sont inclus dans expression, c'est-à-dire je dois rajouter le dièse ici. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Est-ce qu'on a vu tous les suivants? Est-ce qu'on a mis tous les suivants ici? Madame, je touche le dièse. Oui, il faut le rajouter. Pardon? Qu'est-ce que je dois rajouter? Le dièse, oui. Le dièse. Oui, il faut rajouter le A dans le dièse. Pourquoi? Parce que les deux ensembles sont égaux. On a rajouté le dièse parce que le A, comment on a construit l'ensemble A? On a dit que les suivants de l'expression sont inclus dans les suivants de A. On a rajouté le tout et do. Mais après, on a rajouté dièse ici dans l'expression. Il faut le rajouter aussi dans A. Pourquoi? Parce que les deux ensembles sont égaux. Les suivants de l'expression, je vais les mettre dans A et les suivants de A sont inclus aussi dans l'expression. Donc, je dois rajouter les dièses ici. D'accord?
Donc j'aurai ça. Juste, ça veut dire, bon, je reviens à cette grammaire-là, ou bien celle-là. Donc on a donné la table des débuts suivants, ici. On a trouvé la table des débuts suivants. On veut voir est-ce que la grammaire est LL1. Je reviens à la première règle. J'ai dit que si une règle me donne seulement un seul MDP, c'est le cas ici, donc c'est-à-dire que je n'ai pas à vérifier l'intersection des MDP. Dans ce cas-là, directement, je vais dire que cette règle est LL1. D'accord? Elle est directement LL1 puisqu'il y a un seul MDP. Je n'ai pas à vérifier, je ne peux pas vérifier parce que ça ne sert à rien de vérifier où est-ce qu'ils sont. Parce que pour voir les règles, il faut avoir au moins 2 MDP. Pour voir est-ce que les débuts de ça, les débuts de ça égale à l'ensemble vide. Est-ce que l'un me donne epsilon, est-ce que l'autre ne donne pas epsilon? S'il y a un qui donne epsilon, est-ce que les suivants de A inter les débuts de l'autre me donnent epsilon? Donc s'il y a un seul MDP, directement, je vais dire que c'est LL1. Et c'est le cas de la première règle et aussi de la deuxième règle. Donc les deux règles sont LL1. Il reste celle-là et celle-là. Donc si une règle est LL1, si toutes les règles sont LL1, ça veut dire que la grammaire est LL1. D'accord? Donc je vais vérifier pour cette règle. Est-ce qu'elle est LL1? Donc pour la première condition, c'est quoi? L'intersection de ça et ça. C'est quoi l'intersection des débuts? Donc ça me donne plus inter-étoile. Donc c'est l'ensemble vide. Si je vais faire aussi l'intersection de ça, plus expression et epsilon, ça me donne l'ensemble vide. Et aussi étoile avec epsilon, ça me donne l'ensemble vide. Donc la première règle, condition est vérifiée. L'autre condition, si un MDP me donne epsilon, est-ce que les autres me donnent epsilon? Oui, me donnent pas epsilon. Ce MDP me donne epsilon, mais ici, ça ne me donne pas epsilon. Ça me donne au moins l'étoile. Ici, ça me donne au moins ce plus-là. D'accord? C'est-à-dire la deuxième, elle est vérifiée. Pour la troisième, si un membre me donne epsilon, les suivants de A interdébut de ça. Donc, suivant de A, c'est quoi? C'est tout, do et dièse. Inter ça, c'est-à-dire intersection plus, donc ça donne l'ensemble vide. Avec l'autre MDP aussi, donc les suivants de A, c'est tout, do et dièse. Intersection, les débuts de ça, c'est-à-dire étoile, ça donne l'ensemble vide. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette règle est LL1. Elle est aussi. Madame? Oui. Les initiatives de MDP, ça veut dire quoi? Membre droit de production. Quoi? Le membre droit de production. Ah, ok. Merci. Droit de production. Parce que ça, c'est une production ou une règle. On l'appelle aussi production. Donc ça, c'est le membre gauche de production, le membre gauche de production, et ça, c'est les membres droit de production, MDP. Donc, instruction, donc pour la dernière, il reste la dernière règle, parce que celle-là, elle est toujours ambiguë pour... elle est toujours LL1, donc il y a un seul MDP, un seul membre droit de production. Donc, instruction me donne instruction for idée, expression. Donc, si un membre ne donne pas epsilon, si dans une règle ou bien une production, il n'y a pas epsilon, donc epsilon d'une manière directe ou indirecte, hein, parce que si j'ai A ici, ça veut dire que ma règle me donne epsilon d'une manière indirecte, même si ce n'est pas écrit epsilon. Mais puisque A donne epsilon, ça veut dire que cette règle me donne epsilon. Je vais enlever. Comme ça, ma règle ne génère pas epsilon, parce qu'elle génère ici au moins le ID, et ici instruction for, donc c'est pas vide, c'est au moins un for. Donc, ça veut dire quoi? Si une règle ne me donne pas epsilon,
Ça veut dire que je dois vérifier seulement la première condition. Parce que les deux autres, parce que dans les deux autres, il y a, regardez, si, donc, c'est-à-dire que je dois vérifier seulement ça. Lorsqu'il n'y a pas un MDP qui génère epsilon d'une manière directe ou indirecte. Je dois vérifier seulement ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça. Alpha i donne epsilon et alpha i donne epsilon. Dans la deuxième et la troisième, il y a la condition de epsilon. D'accord? C'est-à-dire ici, je dois vérifier seulement est-ce que l'intersection, la première, c'est-à-dire est-ce que l'intersection des débuts de ça, les débuts de ça, ça donne l'ensemble vide. Et dans ce cas-là, cette règle est LL1, c'est-à-dire, cette règle est LL1. Donc, les débuts de instruction for, on a dit que c'est for. Et les débuts de ce MDP-là, c'est ID. Donc, for intersection ID, ça donne l'ensemble vide. Donc, c'est-à-dire quoi? Directement, sans vérifier les deux autres parce qu'il n'y a pas epsilon. Donc, cette règle est LL1. Donc, ici, toutes les règles sont LL1. Donc, ça veut dire que la grammaire est LL1. D'accord? On vous demande après de voir est-ce que... pardon. On ne vous demande pas est-ce qu'elle est LL1, mais je reviens à l'énoncé. On vous demande d'écrire l'analyseur LL1 et d'analyser une chaîne. D'accord? For i égale à j, tout cas. Donc, l'analyseur LL1, ça veut dire la table LL1. On est sûr maintenant que la table est monodéfinie parce qu'on a trouvé que toutes les règles sont LL1 et on est sûr que la grammaire est LL1, donc on va retrouver la table qui est LL1. L'analyseur correspondant, c'est quoi? C'est cette table-là. Là où il y a les lignes, c'est les non-terminaux de la grammaire. C'est les MGP, membres gauche de production. Instruction for, expression, A et instruction. Et en colonne, on va retrouver quoi? Tous les terminaux de la grammaire. Donc les terminaux, c'est for, id, égal, to, do. D'accord? Et il ne faut pas oublier le dièse. Donc on va compléter la table. Donc pour compléter la table, on va numéroter les règles. Donc ça c'est la première règle. Celle-là c'est la deuxième. Ainsi de suite. Troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc, comment on va remplir la table? Donc, instruction for, on va regarder le nom terminal, instruction for, avec les débuts. De ça, on va mettre la règle 1. Donc, instruction for, je vais mettre 1 ici, règle 1. Donc, c'est ce qu'il y a ici, un seul MDP, la règle 1. Pour expression, je vais mettre l'intersection de expression avec le début de ça, c'est ID. Je vais mettre R2 ici, la règle 2. A avec plus, ce sera la règle 3. Et A, toujours A, puisqu'il y a une autre règle ici, A avec étoile, c'est la règle 4. R4. Et là où il y a epsilon, je ne vais pas mettre A avec epsilon parce qu'epsilon, il faut faire attention, ce n'est pas un terminal, c'est le mot vide. Ça ne peut pas être un terminal. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là pour la règle 5? Donc, c'est les suivants de A, puisque A donne epsilon. Donc, les suivants de A. Donc, A avec les suivants de A, et les suivants de A, c'est quoi? C'est tout, do et dièse. Donc, tout. Donc, c'est la règle 5. Là où il y a epsilon, règle 5. Tout, do et dièse. Règle 6. Quand est-ce que je vais mettre la règle 6? Dans instruction, avec quoi? Avec les débuts de l'instruction for, c'est-à-dire for. Donc, j'ai la règle 6 ici. Et toujours instruction avec quoi? Avec ID. Les débuts de ça, c'est quoi? C'est ID. Donc, instruction avec ID.
j'ai la règle 7. Donc R7. Donc, ça c'est l'analyseur lexical. D'accord, c'est la table d'analyse. C'est avec cette table-là qu'on peut analyser n'importe quelle chaîne et dire qu'elle est correcte ou pas syntaxiquement. Donc ici, on a trouvé que elle est monodéfinie, mais si elle n'était pas monodéfinie, je ne peux pas analyser avec. D'accord? Madame, juste oui. Une question. Oui. Une table est monodéfinie s'il n'y a pas une collision entre les règles. S'il n'y a pas deux règles dans la même case, regardez ici, au plus je trouve une règle dans une case. Donc si je retrouvais par exemple ici, on a to do, dièse. Si j'ai aussi ici un for, to do, dièse et for, c'est-à-dire ici, je dois mettre ou bien le plus, parce que le for, il n'y a rien ici. Je vais mettre R5 ici, R5, R3, il y a déjà R3 et je vais rajouter R5 parce que ça fait partie des suivants de A. D'accord? L'essentiel, si vous allez retrouver ici deux règles, par exemple R3 et R5, donc ce n'est pas une table monodéfinie. Monodéfinie, c'est-à-dire une règle par case. Soit il y a une règle, soit il n'y a pas. Donc s'il n'y a pas, c'est pas grave, je peux dire qu'elle est monodéfinie, c'est-à-dire au plus il y a une règle. Merci. D'accord. Donc ensuite on vous demande d'analyser la chaîne. Donc la chaîne qu'on vous demande d'analyser, donc c'est for i égale à J, tout K, do égale à B étoile, B dièse. Est-ce que cette chaîne est ici, est-ce que cette chaîne, est correcte ou pas? Après, on va utiliser l'analyseur. Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est... Vous pouvez voir ici, est-ce que la grammaire, la chaîne est ambiguë ou pas? Après, on va faire l'analyse. Cette chaîne, for i égale j, to k, do. Après do, il y a égale b dièse. Je vais regarder les commentaires. Non, elle n'est pas ambiguë, non. Elle n'est pas correcte. Non, c'est-à-dire elle n'est pas correcte. Bon, elle n'est pas correcte parce que normalement ici, pour l'instruction, donc do, dans notre grammaire, do, après do, il y a une instruction. Et dans l'instruction, je ne peux pas commencer par égal. N'est-ce pas? Donc, après do, il y a une instruction. Et l'instruction ne peut pas commencer par égal. Elle peut commencer par id, ensuite égal. Ou bien elle peut commencer par une instruction for, c'est-à-dire elle peut commencer soit par for, ou bien id. Et ça ne commence pas par égal. C'est pour ça qu'on va retrouver ici un problème. Pour analyser une chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la pile, on va mettre l'action. Donc toujours on va commencer comme ça, on va mettre l'axiome, et l'axiome dans cette grammaire c'est instruction for. Donc ça c'est la chaîne. Donc, et on va bien sûr utiliser l'analyseur, ça c'est l'analyseur. La table d'analyse LL1 qui est monodéfinie. Donc instruction for avec for, on va regarder. Instruction for avec for, il y a une règle à appliquer. Donc s'il n'y a pas une règle à appliquer, par exemple si j'ai expression avec for, il n'y a pas une règle, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire que la grammaire n'est pas... la chaîne, pardon, c'est pas la grammaire, mais la chaîne, elle est incorrecte. Syntaxiquement, il y a une erreur syntaxique dans la chaîne. D'accord, donc ici, puisqu'il y a une règle à appliquer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dépiler de la pile instruction for, je vais l'enlever de la pile, je vais la remplacer par la règle 1, le miroir de la règle 1. D'accord? La règle 1, c'est quoi?
c'est tout ça, for, id égale expression. Moi, je vais empiler comme ça. D'abord instruction, ensuite do, ensuite expression, donc le miroir, c'est-à-dire l'inverse. Donc, je dépile ça. Je vais empiler le miroir de la règle 1. Donc, je vais avoir ça dans la pile. Donc, j'ai dépilé instruction for et je vais empiler d'abord instruction, ensuite do. Donc, instruction, do, expression, ainsi de suite. J'aurai toujours la chaîne. Je n'ai pas avancé dans la chaîne. J'ai toujours ma chaîne for i égale à j2, ainsi de suite. Maintenant, je vérifie toujours le dernier terme, c'est-à-dire la tête de pile ici. Je vérifie la tête de pile, là où il y a for, parce qu'ici c'est la pile. Donc il y a instruction, ensuite do, expression. Donc la tête de pile, il y a for. Je vérifie toujours la tête de pile avec le premier caractère de ma chaîne. Donc for avec for, il y a une égalité. Lorsqu'il y a une égalité, qu'est-ce que je vais faire? J'avance dans la chaîne, c'est-à-dire j'avance, je vais avoir le i, et je dépile la tête de pile, for. D'accord? Je vais avancer dans la chaîne, je vais avoir ça, i, je vais avoir le i. Je vais avoir i égale à j, tout cas, ainsi de suite, et je dépile le for parce qu'il y a une égalité. Je vérifie toujours la tête de pile avec ma chaîne, donc id avec i, donc il y a une égalité, je dépile et j'avance dans la chaîne. D'accord, c'est-à-dire j'aurai ça. Dans la chaîne, je vais enlever le id. Et dans la pile, je vais enlever aussi le id. J'aurai étoile, étoile, la même chose. C'est une égalité. Donc je vais avancer dans la pile. Je vais dépiler l'égalité. Et dans la chaîne, je vais avancer. Maintenant, je rencontre expression avec J. Lorsque c'est un terminal, je vais voir l'égalité, mais lorsque c'est un non-terminal, je regarde la table. Donc, expression avec J. Expression avec l'identificateur. J, c'est un identificateur. Je vais voir est-ce qu'il y a une règle à appliquer. Il y a la règle 2. Donc, je vais dépiler l'expression, juste l'expression. Je vais l'empiler miroir de la règle 2. Donc, la règle 2, c'est quoi? C'est IDA, c'est-à-dire je vais empiler AID. Donc je vais empiler, je vais dépiler l'expression et la remplacer par AID. D'accord? Après, je vais vérifier la tête de pile avec ma chaîne. Donc il y a un identificateur. Donc c'est une égalité, j'avance. Donc ainsi de suite. Donc, on est là. Donc, je vérifie A, parce qu'on s'est arrêté à quoi? Donc, on s'est arrêté à ID, égalité. Donc, j'avance dans la chaîne et je dépile le ID. Il me reste dans la pile A. Donc, A avec tout. Je regarde la table. Donc, A avec tout, il y a la règle 5 à appliquer. La règle 5, miroir de la règle 5, et la règle 5 c'est quoi si vous vous souvenez? La règle 5 c'est A qui donne epsilon. Qu'est-ce que je vais faire dans A qui donne epsilon? Je dépile A, ça c'est clair. Je vais remplacer par quoi? Qu'est-ce que je vais mettre dans la pile? Je vais dépiler A, je ne vais rien mettre dans la pile parce que la règle c'est A qui donne epsilon. D'accord? Je vais dépiler A. Je ne vais rien mettre dans la pile. Parce que la règle 5, c'est quoi? A me donne epsilon. Donc, toujours la même règle, la même chaîne, parce que je n'ai pas avancé dans la chaîne. On a tout qui donne tout. On a tout dans la chaîne et tout dans la pile. Donc, il y a une égalité, j'ai avancé, je dépile. C'est-à-dire, j'aurai ça. J'aurai quoi dans ma chaîne? J'aurai K. Do égale à B et dièse. Et ici, tout, puisque j'ai dépilé, j'aurai expression ici. Expression avec un identificateur.
expression avec un identificateur, j'ai la règle 2 à appliquer. La règle 2, je dépile donc expression. Et la règle 2, c'est quoi? C'est AID. C'est-à-dire, je vais enlever expression, je vais le remplacer par... Donc, la règle 2, pardon, c'est IDA. Moi, je vais empiler le miroir, j'aurai AID. Je vais voir avec la chaîne, la tête de pile, ici, ID avec KID. Donc, c'est une égalité, j'avance. J'avance dans la chaîne et je dépile le ID. J'aurai dans la pile instruction do A. C'est-à-dire je vais dépiler ça et j'avance dans la chaîne, j'aurai seulement do égale à B dièse. Je regarde mon analyseur, A avec do, ça donne quoi? A avec do, ça donne quoi? Ça donne une règle, R5. Donc je vais dépiler et empiler le miroir de la règle 5. Miroir de la règle 5, c'est quoi? C'est A qui donne dièse. C'est-à-dire je vais enlever A et ne rien mettre dans la pile. D'accord? J'ai do qui donne, j'ai dans la chaîne do égale à B dièse. Donc il y a une égalité ici entre do et do. C'est-à-dire je vais avancer et dépiler. J'aurai quoi? J'aurai je vais dépiler de la pile le do parce qu'il y a dans la pile do et dans la chaîne do. Je vais avancer aussi dans la chaîne. Je vais retrouver instruction et égale. Je vais regarder dans mon analyseur instruction et égale. Donc il n'y a pas une règle à appliquer. Donc puisqu'ici il n'y a pas une règle à appliquer, je vais dire que la chaîne elle est incorrecte. D'accord? Donc ici on est arrivé à un non-terminal terminal, là où il n'y a pas une règle à appliquer. On a regardé dans l'analyseur, il n'y a pas une règle à appliquer, donc la chaîne n'est pas correcte syntaxiquement. Et on a remarqué dès le départ que cette chaîne n'est pas correcte. For I égale à J, to K, do. Donc ici, il y a égal B. Donc après do, donc je ne peux pas commencer par égal. Il faut commencer par soit un identificateur ou bien une autre instruction for d'après la grammaire donnée ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions ici? Oui. C'est clair. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc préparez les exercices pour la prochaine fois. Essayez de préparer les exercices. Donc, on a fait l'exercice 1 aujourd'hui. Donc, les autres exercices, l'exercice 2, donc c'est le cas ascendant. Donc, dans l'exercice 1, on a vu le cas descendant, le cas de LL1. L'exercice 2, on va voir les trois méthodes SLR1, LR1 et LR1. Ensuite, juste dans l'exercice 2. Ensuite, l'exercice 3, ça sera un rappel sur les formes intermédiaires, le code postfixé, quadruplé, arbre abstrait. Donc, essayez de faire cette instruction. Donc, j'ai donné une instruction. Pour cette instruction, vous donnez l'arbre, les quadruplés postfixés. D'accord? Ainsi de suite. Donc, j'ai déjà envoyé la série. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions ici, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Et la semaine prochaine, donc, ça sera le présentiel, Inch'Allah. D'accord. D'accord.